Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien mangé et profité du soleil sur la pelouse. Alors sans plus tarder, nous allons commencer cette première table ronde de la journée consacrée à la consommation collaborative. On l'a un petit peu abordé ce matin dans la présentation de Rachel Botsman notamment. Et là, nous l'avons intitulé « De la vie chère à la vie chère », du terme partagé en anglais. Et c'est aussi le titre, en fait, La vie chère, d'un livre que j'ai signé et qui est sorti il y a 15 jours et qui est distribué, si vous le souhaitez, à la sortie de cette salle. Donc, en fait, ce matin, on a parlé du contexte mondial, en fait, en termes d'économie collaborative. Il faut savoir, en France, depuis 2010, les initiatives se multiplient à vitesse grand V, que ce soit sur le covoiturage, l'autopartage, l'habitat, l'équipement, le travail, les loisirs. Il y a une multitude d'initiatives, j'en ai référencé à peu près 400, et l'ensemble des initiatives référencées seront bientôt mises en ligne sur un annuaire en ligne qui sera partagé sur weshare.net, notamment pour permettre à quiconque le souhaite d'avoir accès à l'ensemble de ces ressources qui permettent aujourd'hui de consommer autrement. Et donc on l'a bien compris ce matin, maintenant on optimise tout ce qui auparavant restait dormant, on est sur l'usage plus que la propriété. Et pour parler en fait de l'évolution de ces pratiques en France, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Valérie Martin, qui est directrice communication de l'ADEME. J'ai dit toujours directrice, mais je crois que je me trompe. Oui, voilà. Et donc, il va nous parler d'une étude qui a été sortie récemment en avril 2013 sur l'évolution des comportements de consommation collaborative en France. Clément Marcelet, qui représente Airbnb, dont on a déjà bien parlé ce matin. Laure Courty, bordelaise, qui est une jeune entrepreneuse qui monte donc une start-up sur le stockage entre particuliers, qui nous en dira un petit peu plus. Et enfin, Laure Wagner, bras droit de Frédéric Mazzella, qui représente Blablacar. Donc, pour commencer, je voulais donner la parole à Valérie Martin pour qu'elle nous parle un petit peu de l'étude qui a été faite par l'ADEME avec l'Ipsos sur les comportements des Français. Bonjour, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. C'est un grand moment et la matinée était vraiment formidable. Donc, et je trouve que l'initiative qui a été engagée est vraiment très nécessaire parce que, comme tu l'as rappelé, Anne-Sophie, c'est vrai que les initiatives se multiplient. Et que pour autant, aujourd'hui, il est important de caractériser véritablement ce dont on parle. C'est un peu ce que disait Hugues de Jouvenel tout à l'heure. On est à un moment où il faut passer d'un stade qui est plus celui d'initiatives qui sont ici ou là, qui peuvent être avec des business models qui sont extrêmement efficaces, ou d'autres qui sont au stade de petites innovations qui pourraient devenir de grandes innovations. Et donc nous, à l'ADEME, on a souhaité faire un petit peu le point sur 6 pratiques collaboratives. Ce que l'on a vu déjà, c'est que c'est un travail que nous avons mené avec Ipsos qui fait suite à une étude que nous avions menée avec eux pour analyser les tendances de comportement de consommation des Français à l'horizon 2017. Et ce qui était ressorti de cette étude, c'est d'abord que malgré la crise, les Français conservent une forte propension, un fort désir à consommer. Ça, c'est la première chose qui avait pu ressortir. Et que la conjoncture actuelle vise, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, à faire en sorte que la valeur plaisir soit au centre véritablement de leurs pratiques de consommation. En gros, la consommation, elle repose aujourd'hui sur un triptyque. Le plaisir, la santé, l'économie. Et vous voyez dans ce triptyque, les pratiques collaboratives vont s'insérer parfaitement. Le plaisir, parce que dans la consommation collaborative, eh bien, on recherche toujours cette envie de consommer, de se faire plaisir. L'économie, avec des pratiques, par exemple, telles que l'achat groupé ou bien l'achat d'occasion, où on cherche le bon plan, la façon de pouvoir économiser. Et puis la santé, de façon à aller vers des pratiques plus qualitatives, avec, par exemple, tous ceux qui ont recours aux AMAP. Au-delà de la crise, c'est vrai aussi que le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont véritablement boosté ces pratiques de consommation collaborative. Pourquoi ? Parce qu'elles vont permettre, eh bien, toujours cette logique d'économie en trouvant des bons plans, de plaisir également en pouvant continuer à consommer, et puis de santé en ayant accès
à des produits plus sains, plus facilement. Donc, dans notre étude sur les Français et les pratiques collaboratives, cette étude a pour objectif un peu d'objectiver le débat. On entend tout, on entend son contraire, et c'est important de remettre un peu de sens et d'objectivation dans les débats. C'est l'une des études qui ont pu être menées. Il y en a une autre menée par l'Obsoco avec M. Moati qui est extrêmement intéressante également. Et donc notre objectif à nous, c'était de pouvoir explorer ce que c'était que cette société qui était fondée sur l'usage et le partage et non plus sur la simple propriété. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est mené à partir d'un observatoire de 4500 personnes, donc c'est extrêmement représentatif. Et donc on a analysé 6 pratiques collaboratives qui vont de celles qui sont fondées sur des motivations les plus individuelles à celles qui vont être fondées sur les motivations les plus collectives. Aujourd'hui, soyons clairs, il y a différentes raisons pour lesquelles on va faire ce type de pratique de consommation collaborative. Et c'est là où c'est important de voir si on parle tous de la même chose. Donc, tout d'abord, dans les pratiques aux motivations les plus individuelles, on a analysé le fait de participer à des achats groupés. Aujourd'hui, ce sont 23% des personnes interrogées qui ont déjà eu recours à ce type de pratique. Sur la redistribution des biens à d'autres particuliers, en un mot, la vente à d'autres particuliers de ses propres biens, nous avons 52% de la population qui ont déjà eu recours à ce type de pratique. L'échange et le troc, en revanche, vous voyez, on chute déjà. On est à 11% seulement de la population qui a eu recours à ce type de pratique. Et là, on commence à être vers des motivations qui sont à la fois d'ordre individuel, mais également d'ordre plus environnemental. Sur la transformation, ce qu'on a appelé la famille, de transformer ses biens et ses services, donc louer ses propres biens à d'autres particuliers, ça représente 6% de la population qui ont déjà eu recours à ce type de pratique. Le covoiturage, mais je pense que Laure nous en dira plus tout à l'heure, 8% de la population. Et puis les AMAP, 6% de la population. Dans ces pratiques collaboratives, ce qu'il faut regarder, c'est au-delà de la photographie, c'est bien sûr les potentiels de développement ultérieur. Et ce que l'on voit, c'est que parmi les plus forts potentiels, on a l'échange ou le troc de produits et de services avec d'autres personnes, puisque, en tout cas en déclaratif, 38% des personnes interrogées déclarent qu'elles souhaiteraient s'engager dans ce type de pratique. On trouve aussi l'adhésion à une AMAP, c'est un chiffre extrêmement important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler. Alors, n'oublions pas, hein, c'est une étude, c'est du quanti. Il y a un gap, bien souvent, entre ce qui est déclaré et ce qui est réellement fait. Néanmoins, ce sont des potentiels importants. On voit aussi, bien sûr, tout ce qui est acheter des produits ou des services en ligne sur des sites d'achat groupés. Et là, on retrouve la motivation économique qui grimpe également. Sur les types de personnes qui ont recours à ces pratiques de consommation collaborative. Bon, d'abord, on a plutôt une population qui est plus jeune, plus active que la moyenne et qui, en général, est avec enfants. C'est vrai que les retraités sont plutôt sous-représentés, à l'instant T, encore une fois. Que la consommation collaborative, même si parmi les pratiques, on voit qu'on a plutôt des différences qui vont se créer par rapport à des façons de se comporter plutôt qu'à des différences de CSP ou de sexe, néanmoins, on se rend compte que ces types de pratiques de consommation sont plus développés parmi des personnes qui ont un niveau d'éducation élevé. Alors, ça c'est vrai pour la plupart des pratiques à connotation collective forte. En revanche, pour d'autres pratiques de consommation, on a des employés qui sont plus présents sur tel ou tel type de segment. On y reviendra. En un mot, l'univers de la consommation collaborative, elle n'est pas du tout homogène. Et donc, il y a de la place un peu pour tout le monde pour s'y retrouver. Et c'est là aussi ce qui fait le challenge, puisque c'est véritablement toute la société, l'ensemble de la société qui est concernée par ce type de pratique. Un dernier point que j'aimerais soulever avec vous, c'est peut-être pratique par pratique de pouvoir essayer
de dresser une sorte de petit portrait robot type. Alors, comme c'est écrit tout petit, il faut que je me retourne un peu, je m'excuse auprès de vous. Donc, pour participer à des achats de type groupé, on a par exemple des plateformes comme Groupon que l'on avait étudiées. Donc là, la motivation, elle est typiquement trouver des opportunités d'achat, se faire plaisir. C'est au cœur de sa motivation. On a plutôt parmi les, les personnes qui sont dans ce type de groupe, des femmes de 25-45 ans, plutôt urbaines, qui vivent plutôt alors, en région parisienne ou dans le sud-ouest. Donc, il y en a certainement beaucoup aujourd'hui. Et puis, qui ont une profession de type intermédiaire. Eux, avant tout, ils cherchent à se faire plaisir. Ils cherchent à pouvoir accéder à la consommation. Le shopping, c'est un véritable loisir en tant que tel. Ceux qui vendent leurs biens à d'autres particuliers, les fameux 52%, donc là, ils sont plutôt des 25-55 ans, en couple avec enfants. Ça, c'est plutôt un consommateur malin qui a pour principe le système D, la débrouille. Il faut pouvoir faire plaisir un peu à tout le monde. On est dans des familles un peu nombreuses, recomposées, souvent, etc. Donc, comment on fait pour se débrouiller? Ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est qu'on note vraiment une importance forte autour de la famille, autour du foyer. Le fait de tenir bien son intérieur, le fait d'investir fortement de façon à s'y sentir à l'aise. Donc là aussi, on n'hésite pas avec le do-it-yourself, etc. Sur l'échange et le troc, alors là, ça représente 11% des personnes. Parmi eux, c'est plutôt des 15-45 ans, actifs, employés et salariés du secteur privé, et qui vivent plutôt en couple avec enfants. Donc là, leur logique à eux, c'est « je veux faire durer les objets ». C'est extrêmement important pour eux. Ils aiment consommer, mais ils aiment aussi valoriser ces objets de deuxième main. Et alors surtout, ils adorent parler de ce qu'ils font, de cette pratique de consommation. Et donc du coup, ils encouragent tout le monde autour d'eux à aller faire ça et ils montrent comment c'est génial. La location de biens à d'autres particuliers, donc là on rentre dans des motivations déjà qui sont purement d'ordre collectif. Donc là, on a plutôt des gens qui sont des 35-55 ans, CSP+, qui vivent en couple avec enfants. Ce sont quand même des consommateurs extrêmement actifs. Et alors, eux, ils ont comme principe l'expérimentation. Et ça, je pense que chez Airbnb, vous allez peut-être nous parler aussi de cela. On verra tout à l'heure. Ce qu'il y a d'intéressant parmi eux, c'est que là, ils ont envie de toucher à tout, ils ont envie de découvrir, ils ont envie d'expérimenter. C'est extrêmement important pour eux. Et toujours cette envie également de pouvoir entrer en relation avec les autres. Sur le covoiturage, les fameux 8%, donc là, ce sont des gens hyper mobiles, vous ne serez pas surpris par cette importance de ce point-là. Et leur envie, c'est la découverte. C'est normal, ils sont toujours par Mont et par Vaux, ils ont toujours quelque chose à regarder, ils sont beaucoup branchés sur leur smartphone et ils sont des gros consommateurs d'Internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà eu recours, pour la plupart d'entre eux, à tout ce qui est lié à la location de biens à d'autres particuliers. Ils ont donc souvent un autre type de pratique collaborative. Enfin, pour les adhérents aux AMAP, eux, leur motivation principale, elle est plutôt celle de s'engager pour une autre société. Bien sûr, ça apparaît aussi pour ceux qui font du covoiturage ou qui louent leurs biens à d'autres particuliers, mais pour les AMAP, c'est véritablement la première de leur motivation. Ils sont hyper attentifs à leur alimentation, ils sont gros consommateurs de bio, ils ont déjà adopté d'autres modes de consommation collaborative, et puis ils ont une tendance extrêmement forte, également là aussi, à communiquer avec les autres sur leurs projets. Alors là, on a plutôt des femmes actives, urbaines, 25-55 ans, qui sont plutôt avec une éducation importante et qui vivent dans le sud de la France et qui travaillent dans le secteur public. C'est très précis. Voilà, mais ça, c'est par rapport à l'étude. En un mot, ce qu'il faut retenir, c'est que, quelles que soient les motivations, il y a des facteurs clés qui les regroupent. D'abord, ils ont une volonté de rencontrer régulièrement de nouvelles personnes. Ça, c'est un point fort. Tous ceux qui pratiquent cette consommation collaborative, ils ont envie de retrouver du lien, le lien social dont on parlait ce matin.
Ils ont une préoccupation extrêmement importante par rapport à l'évolution de la société. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des militants qui sont hyper engagés, mais ils ont une sensibilité très forte. Ils ont aussi une propension à la découverte, à l'expérience, voire dans certains cas à la prise de risque. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. Ce sont des gens qui sont curieux par nature. Et enfin, ça leur fait vraiment plaisir, ils ont une véritable volonté de faire durer les objets. L'un des orateurs de ce matin parlait de la lutte contre l'obsolescence programmée. Ce sont vraiment des acteurs de cette lutte contre l'obsolescence programmée. Donc en un mot, peu importe quelque part, j'allais dire, la motivation à agir. Le fait d'avoir mis le pied dans la porte, c'est déjà en soi quelque chose qui est extrêmement fort. Ça ne veut pas dire que dans nos 6 familles, celui qui est le plus engagé, comme la MAP par exemple, va avoir pratiqué toutes les formes de consommation collaborative, tous les modes que je vous ai cités précédemment. Néanmoins, ils se posent des questions, ils en parlent entre eux. Et comme ça, ils vont pouvoir progressivement tester un certain nombre de pratiques. Et enfin, ce dernier point qui, à mon sens, est extrêmement important, c'est que ces consommateurs collaboratifs ne rejettent en rien la société de consommation. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est reprendre le contrôle, ne plus se laisser guider par le diktat des marques, essayer d'être les propres acteurs de leur propre consommation. C'est extrêmement important et à ce titre-là, le fait de pouvoir s'investir, le fait de devenir acteur, producteur de ces fameux biens, services, est extrêmement important pour eux parce qu'ils ont comme ça une impression d'avoir le contrôle et c'est vrai qu'en ça, ils prennent le pouvoir. Merci Valérie pour ce panorama qui en effet est un des plus détaillés que l'on ait aujourd'hui en France. Et qui pose aussi, comme on l'a vu, la définition de l'économie collaborative. De quoi parle-t-on? Parce que c'est assez vaste, en fait, de l'achat groupé à la pratique de l'AMAP ou de ceux qui vont aller dans une ruche avec la ruche qui dit oui, par exemple. Les motivations sont très différentes. Et en effet, l'étude de l'Obsoco montrait aussi qu'il n'y avait pas de remise en cause de la consommation ou de l'hyperconsommation et que c'était une façon aussi de gagner du pouvoir d'achat et de maintenir une consommation à d'autres niveaux. Et je voulais passer la parole à Laure. Et juste, oui, je ne vous ai pas précisé, mais le code Wi-Fi a changé pour cet après-midi. C'est un code unique. Il est indiqué en dessous, Rocher Palmer _Sen. J'ai oublié de vous le mentionner si certains veulent toujours tweeter autour de la conférence. Laure, oui, donc chez Blablacar, vous faites aussi de nombreuses études sur votre communauté. Je crois qu'il y a aujourd'hui plus de 3 millions de membres chez Blablacar, dans 11 pays en Europe. Et vous avez le même type d'observation, c'est que certains font du covoiturage, mais ne pratiquent pas forcément l'achat groupé ou ne vont pas s'alimenter dans une AMAP. Oui, en fait, on a mené une enquête récemment au sein de nos membres et on s'est rendu compte que le covoiturage, pour eux, donc, ce sont tous des covoitureurs, ils ne perçoivent pas derrière que c'est de la consommation collaborative. En fait, c'est une porte d'entrée pourtant, mais ils ne verront pas le rapport avec Groupon, par exemple, où on est tout seul derrière son ordinateur. On fait de l'achat groupé, mais on est tout seul en fait, alors qu'en covoiturage, on passe 2-3 heures en voiture avec des gens qu'on ne reverra a priori pas, mais il n'empêche qu'on a échangé pendant plusieurs heures et c'est très intéressant. Est-ce que je présente peut-être directement, parce que je vais pouvoir vous montrer les résultats de l'étude sur la confiance notamment. Alors, d'abord, qu'est-ce que Blablacar? C'est le nouveau nom de covoiturage.fr et on met en relation tout simplement les conducteurs qui font un trajet avec des places libres dans leur voiture, et les passagers qui veulent faire le même trajet, ce qui permet de partager les frais d'essence et de péage. Et le conducteur, donc s'il a 3 passagers à bord, ne paye plus ni l'essence ni le péage, mais à sa charge quand même l'entretien de la voiture, l'assurance. Donc on optimise l'existant, et c'est bien là tout l'intérêt de la consommation collaborative, c'est d'éviter des gaspillages et de favoriser l'usage. Et donc dans une voiture qui n'est pas optimisée, le taux de remplissage moyen observé est de 1,7 personnes par voiture, alors que sur une moyenne en Europe de Blablacar, c'est 2,8. En France, c'est même plus. Quelques chiffres rapidement. Déjà, avant de vous expliquer ces chiffres-là, est-ce que parmi vous, il y a des covoitureurs? Est-ce que vous connaissez Blablacar? Est-ce que certains sont passagers ou conducteurs? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, bravo. Ceux qui n'ont pas encore levé la main, je ne sais pas si vous êtes automobiliste ou pas, mais vous êtes forcément concernés par le covoiturage parce que vous pouvez être soit conducteur, soit passager. Donc on a déjà plus de 3 millions de membres en Europe.
Et on organise 600 000 covoiturages par mois. Enfin, 600 000 personnes sont impliquées dans un covoiturage chaque mois, ce qui veut dire que vraiment, ça fonctionne. Ce n'est pas simplement 3 millions de personnes qui sont inactives. Vraiment, il y a beaucoup de départs en covoiturage. C'est énormément de CO2 économisé et c'est surtout beaucoup d'économies. On a essayé de faire un calcul, c'est plus de 256 millions d'euros économisés par notre communauté. Donc c'est un véritable pouvoir d'achat qui est libéré par le fait d'optimiser ces ressources. Alors, on a parlé beaucoup de confiance ce matin, et donc on a essayé, nous, d'analyser d'où venait la confiance qu'on a créée au sein de la communauté. Je vais peut-être d'abord afficher celui-ci. On a posé une question à nos membres, toute simple. Quelle est la confiance que vous accordez à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à vos voisins et à un inconnu dans la rue? Et ensuite, on a posé la même question. Quelle confiance vous accordez à un membre de Blablacar qui a un bon profil, c'est-à-dire photo, avis, hein, comme toi, je suis sûre que tu es une très bonne covoitureuse, biographie, on sait ce que tu fais, etc. Eh bien, il s'avère que la confiance qu'on accorde à un covoitureur qui a un profil rempli sur le site est quasi égale à la confiance qu'on accorde aux amis et à la famille, voire même elle est supérieure à la confiance qu'on donne à ses collègues, à ses contacts Facebook, etc. Donc c'est très très puissant. Et donc on a essayé de comprendre comment on a construit cette confiance qui est très très forte, alors qu'on pourrait se dire que sur Internet, on est des inconnus, on ne s'est pas rencontrés avant, enfin on pourrait avoir des doutes quand même, mais là on a le constat que la confiance est là. Et donc voilà comment, en tout cas chez nous, chez Blablacar, on a construit cette confiance au sein de la communauté, mais ça fonctionne pour tous les sites de l'économie collaborative, que ce soit Airbnb, ton site, enfin, voilà. C'est que pour que la confiance naisse entre deux individus, il faut que les deux aient accès à une information qui soit à la fois declared, donc déclarée, c'est-à-dire qu'en premier lieu, comme on fait tout le temps, on s'inscrit et on déclare ces informations, prénom, numéro de téléphone, etc. Rated, pour évaluer, on obtient des avis après chaque covoiturage et chaque échange, il faut que l'information soit engagée, c'est-à-dire que depuis 2 ans sur Blablacar, on ne se contente pas de dire « oui, je serai là, vendredi à 16h, pas de problème, je serai là ». Maintenant, on s'engage en payant en ligne, parce que c'est le meilleur des engagements. Et d'ailleurs, le taux de désistement a été énormément réduit. Donc c'est aussi par ça que passe la confiance. Il faut que l'information soit basée sur l'activité du site. Donc à la fois pour le covoiturage, on sait qu'on est un bon conducteur, c'est une qualité, on est ponctuel, etc. Parce qu'être un bon babysitter sur un site ne fait pas forcément de vous un bon conducteur sur Blablacar. Et aussi l'activité au sens de l'information doit être récente. On sait que cette personne s'est connectée hier à 18h30. On sait qu'elle a vu l'email qu'on lui a envoyé. Donc c'est important de savoir si la personne est réactive. L'info doit être modérée par le site qui joue le rôle de tiers de confiance. Donc nous, on modère les contenus, on modère les photos, on modère beaucoup de choses. Et puis social, c'est-à-dire que en étant connecté avec Facebook, Twitter, LinkedIn, on se rend compte que cette personne est une vraie personne puisqu'elle a une vie sur d'autres réseaux. Et c'est très rassurant parce que on sait qu'on a affaire à une vraie personne et pas à un pseudo inventé rapidement par cette personne. Voilà, donc c'est comme ça que chez nous, on a construit la confiance qui fait qu'aujourd'hui, ça marche. Alors moi j'ai une petite question parce que je sais que certains vont contester, mais Le Bon Coin par exemple est le 2e site le plus consulté des Français. Et les gens échangent aussi énormément sur ce site sans qu'il y ait autant d'études sur la confiance, etc. Comment expliquer ça en fait aussi ? Après, moi, j'utilise différents sites, j'utilise Le Bon Coin quand je peux voir la personne et que je peux tester le produit. Il ne me viendrait jamais à l'idée d'envoyer quelque chose par la poste à quelqu'un du Bon Coin qui me promettrait qu'elle va envoyer un chèque parce qu'il n'y a aucun contrôle. Donc je ne le ferai pas parce qu'il n'y a pas de garantie. Mais effectivement, le site fonctionne, bon mais il faut s'attendre parfois au pire. Oui, on peut s'appeler, on peut échanger aussi, voilà, c'est aussi du bon sens. Ce qui est intéressant, c'est la façon justement dont aujourd'hui les communautés se construisent. Et Airbnb, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi une grosse communauté, je vous rappellerai les chiffres, Clément. Et vous êtes souvent en train de rencontrer cette communauté, de passer d'un écran sur lequel les gens échangent, s'évaluent, se donnent des notes, parlent de la confiance justement qu'on peut avoir, mais bon, après, se rencontrer en vrai. On dit souvent passer de l'URL, donc de l'adresse URL de son navigateur web, à l'IRL, donc in real life.
Oui, tout à fait. Bon, déjà, bonjour. Merci de m'accueillir. C'est vrai que c'est un petit peu dans l'ADN d'Airbnb de créer ces connexions dans la vraie vie, puisque cette expérience, en effet, qui s'attaque online avec tous les critères qui, chez nous, sont assez similaires d'ailleurs, permettent finalement, après cette rencontre dans la vraie vie. Juste pour reboucler en plus, du coup, avec l'étude qui était présentée précédemment, petite anecdote concernant nos fondateurs qui donc sont américains, étaient 2 jeunes designers qui avaient lancé donc Airbnb à San Francisco en 2008. Ils avaient rejoint un incubateur après à San Francisco qui est assez connu, qui s'appelle le Y Combinator. Et en fait, au tout début, alors qu'ils étaient en train de donner leur premier coup de rame, et on sait qu'à chaque création de start-up, c'est toujours des périodes assez difficiles. Ils étaient en train de parler avec leur mentor en leur disant écoutez, nous on ne comprend pas là parce que nos utilisateurs sont à New York. Enfin, on a plus d'utilisateurs à New York qu'à San Francisco, qui est un peu bizarre parce que normalement on devrait avoir nos potes, notre famille qui aurait dû s'y mettre avant eux. Et c'était pas le cas. Et c'est là que justement ce conseil qui a été donné a été assez fondateur pour Airbnb et a vraiment forgé l'ADN de la société. Leur mentor Paul Graham les a regardés en disant qu'est-ce que vous faites encore là ? Prenez un billet d'avion et partez rencontrer vos utilisateurs. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont enchaîné derrière sur Paris. Pour vous donner une idée, à l'époque sur Paris, il y avait 150 annonces seulement. Moi j'ai eu la chance justement d'assister à ce meet-up, comme on les appelle, puisque je faisais partie justement ces premiers hôtes sur Paris. Et donc d'où l'intérêt en effet d'avoir ces connexions dans la vraie vie pour savoir qui sont ces utilisateurs. Donc lorsqu'on a ouvert les bureaux, nous en France, il y a 1 an et demi, on a décidé de s'inscrire dans cette logique-là. En un peu plus d'1 an, on a organisé 120 meet-up en France. Et donc Paris en région, on en a fait je crois 3 à Bordeaux. Et c'est vrai que c'est toujours extrêmement intéressant pour nous de savoir qui sont nos utilisateurs. Et déjà le premier constat qu'on se fait à chaque fois, c'est que on a tous les âges qui sont représentés, toutes les catégories socio-professionnelles, et des gens avec des motivations, des histoires de vie qui sont très différentes. Et pour nous, c'est un enseignement extrêmement important, et c'est surtout une façon de se rappeler qu'une communauté, finalement, n'est absolument pas quelque chose de monolithique, et qu'elle est composée de milliers et de milliers d'individus qui ont leur propre histoire, qui ont comme je disais, leur propre motivation. Et ça, en effet, c'est quelque chose qu'on arrive à voir par ces rencontres dans la vraie vie. Et ça me fait penser d'ailleurs, je n'ai pas demandé à Valérie Martin, mais est-ce que vous avez prévu de refaire une étude avec d'autres données que celles de l'Ipsos pour aller un petit peu plus loin sur des pratiques qui n'ont pas forcément été passées à la moulinette? Oui. Et aussi, deuxième question, je fais 2 en 1, mais comme vous travaillez sur les questions d'environnement et d'économie d'énergie, est-ce qu'il serait possible, parce que ça n'existe pas encore, d'avoir une étude plus poussée sur justement les effets induits de ces nouveaux types de consommation sur la préservation de la planète? En fait, premièrement, on va essayer l'année prochaine sans doute de compléter cette étude par des pratiques qui n'ont pas du tout été étudiées cette année, notamment autour de tout ce qui se passe en matière de logement étudiant ou autre. Il faut qu'on regarde un petit peu, qu'on fasse une typologie des 5-6 autres types de modes de consommation collaborative qu'on pourrait analyser. Il y a un bordelais sur les échanges entre étudiants qui s'appelle Switch Around, je le précise. Parfait, donc voilà. Je vois que ça va être un sujet qu'il va falloir qu'on aborde. Et puis, autre point intéressant, c'est que l'ADEME vient de lancer, dans le cadre de ses travaux liés aux visions à l'horizon 2030-2050, un exercice complémentaire sur la consommation et notamment l'impact environnemental, et ces résultats sont prévus pour 2014, donc sans aucun doute des éléments là aussi. Mais il y a un dernier point qui est important aussi, c'est que pour pouvoir caractériser le poids exact dans l'économie de ces nouvelles pratiques de consommation collaborative, il y a sans doute également des travaux à mener de ce côté-là pour voir combien pèse, entre guillemets, ce secteur. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'on dit souvent que c'est quelque chose qui n'est plus une mode. C'est plus à démontrer. On voit qu'on est extrêmement nombreux dans cette salle et en ça, c'est déjà un très bon indicateur. Et je pense qu'il faut aussi, pour pouvoir être plus, entre guillemets, crédible vis-à-vis du secteur traditionnel, pouvoir démontrer quel est le poids économique
de ce secteur dans toutes ses composantes. Sachant qu'il y a des indicateurs de richesse qui parfois ne seront pas les mêmes pour évaluer tout ça. C'est intéressant. Clément, je voulais revenir sur Airbnb parce que vous avez publié une étude assez intéressante récemment sur l'impact des voyageurs Airbnb, j'ai envie de les estampiller comme ça, qui pratiquent l'échange de logements entre particuliers sur Paris. Pour bien expliquer qu'aujourd'hui, ça ne va pas forcément empiéter sur un secteur traditionnel qui aurait plutôt tendance à être un peu réticent au départ. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est vrai que cette activité de location de logements entre particuliers existe finalement depuis très longtemps et bien avant Airbnb. Les Logis de France et autres existaient bien avant nous. Néanmoins, c'est vrai qu'elle s'est développée de façon assez exponentielle ces dernières années, 4 dernières années en particulier dans des villes, et c'est vrai à Paris. Donc on a cette étude qui nous a permis justement de montrer l'impact qu'avait Airbnb sur Paris sur différents niveaux. Un point en effet qui était assez intéressant, c'était de voir la répartition. Vous avez vu tout à l'heure la carte qui a été présentée par Rachel Bosman sur l'augmentation. C'est assez impressionnant de voir ces petits points roses au début qui aujourd'hui recouvrent quasiment tout Paris. Je rappelle d'ailleurs que les zones noires correspondent au parc de Paris. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on la grosse majorité des logements sont présents dans des zones à Paris qui ne sont pas du tout considérées habituellement comme des zones touristiques. Je prends l'exemple du 20e arrondissement, par exemple, qui est un arrondissement qui fonctionne très bien chez nous sur Airbnb, puisqu'il répond en même temps à cette demande des voyageurs qui est d'avoir une expérience authentique. Et nos voyageurs, qui viennent d'ailleurs des quatre coins du monde maintenant et plus seulement de pays anglo-saxons, sont en recherche justement de ce vrai Paris. Alors, c'est dur à définir, mais en tout cas, ils ont le sentiment qu'ils ont plus de chances de le retrouver vers Belleville, Ménilmontant, qu'à côté du Trocadéro. Et donc, du coup, on a au même moment sur place à la fois une offre d'hébergement traditionnelle qui est relativement pauvre, voire même quasi inexistante, et on a énormément de gens qui aspirent justement à faire découvrir leur quartier. Bien évidemment que dans leur motivation, il y a le fait aussi de pouvoir se faire des revenus complémentaires. Mais c'est intéressant de voir dans leur profil, et notamment quand on les rencontre, et Laure, tu étais justement à Ménilmontant la semaine dernière, de voir qu'il y a une vraie envie de leur part, une vraie fierté à pouvoir donner justement des petites adresses locales et finalement de se rendre utile. Et ça, c'est quelque chose, on en parlait juste avant, qui transparaît dans le rapport que vont entretenir nos hôtes, et ça vaut aussi pour les voyageurs, avec non pas leurs revenus, mais en l'occurrence la reconnaissance qu'ils vont avoir par leurs commentaires. Et on voit chez nos utilisateurs qu'avoir ces commentaires positifs-là, cette reconnaissance publique, les booste énormément. Est-ce que c'est quelque chose qui leur manque dans leur vie professionnelle? Peut-être. En tout cas, ce sentiment d'être utile pour quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément et qui vient par exemple pour son voyage de noces à Paris et à qui on va lui permettre justement d'avoir quelques adresses, quelques expériences qui va faire que ce voyage va être unique, crée un sentiment très gratifiant et qui voilà, une des motivations importantes chez nous. C'est de l'authenticité. Et alors maintenant, j'aimerais m'adresser à Laure, parce que Laure Courty, j'ai de Laure assis sur le même canapé, parce que là, voilà, on a parlé de deux communautés qui marchent bien, les success stories, on vous voit partout, vous êtes très médiatisés, mais à côté de ça, dans cette économie collaborative émergente, il y a plein de petites startups qui se créent, et Laure bordelaise fait partie de ce tissu économique émergent en Aquitaine qui souhaite justement passer au collaboratif. Et donc, Je Stock, tu vas mieux l'expliquer que moi, permet, c'est tout jeune, mais tu en es à ses débuts où il est compliqué, on se confronte à des questions administratives, juridiques, et il faut trouver cette communauté et ses usagers. Donc je pense qu'il y aura un échange intéressant, peut-être de bons conseils. C'est ça, et aussi le choix qu'on a fait nous, et je vais rebondir justement sur ce que vous avez dit avant, c'est aussi de construire la plateforme avec les usagers. Voilà. On a beaucoup parlé aujourd'hui de comment est-ce que vous allez aujourd'hui à la rencontre de votre communauté, etc. Nous, on en est pas avoir une communauté évidemment puisque ça fait 3 semaines que le site est en ligne. Par contre, on s'appuie sur nos premiers utilisateurs et on essaye d'aller justement les rencontrer, les écouter au téléphone et surtout on leur laisse la main sur le service pour l'instant de manière à ce qu'on puisse tirer un enseignement de leur pratique
et qu'on puisse construire le service avec eux. Voilà. Donc c'est une co-création. C'est vraiment le parti qu'on a choisi de... Voilà. Donc en fait, toutes les fonctionnalités du service sont implémentées au fur et à mesure du retour d'expérience des utilisateurs, sans objectif premier de monétariser absolument le service dans les premiers mois, parce que de toute façon, on le sait bien, on va passer quelques mois délicats, avis aux politiques, hein, si vous avez les moyens de nous filer des coups de main. Voilà, là, je sais je tiens à le remercier d'ailleurs Bordeaux, parce qu'on a quand même été hébergé à l'AEC, qui est l'agence Europe Communication, et qui a mis en place un dispositif d'accompagnement des jeunes startups et qui s'appelle l'Auberge Numérique, voilà, qui nous héberge du coup déjà depuis quelques mois. Mais le démarrage d'une start-up et la création justement d'une communauté, alors je n'ai pas les chiffres pour vous, je ne sais pas combien de temps vous êtes resté avec 100, 200, 300, 400, 500 utilisateurs. Il a fallu 1 an au fondateur pour avoir 100 utilisateurs. Voilà, donc il faut quand même s'imaginer que même si nous on arrive plus tard et qu'effectivement on peut s'appuyer sur des réussites et sur une économie qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est déjà en place et effectivement est déjà un peu répandue, c'est vrai que la construction ça prend des mois et voire des années, quoi. Et JeuxStock, je crois qu'on n'a pas vraiment expliqué ce que tu faisais. Ah oui, je vais juste vous expliquer en 2 mots. Alors, JeuxStock, donc c'est une plateforme de réservation et de location d'espaces de stockage entre particuliers. Donc l'idée qu'on a eue au démarrage, c'est qu'on s'est dit qu'en ville, l'espace coûte cher, les mètres carrés coûtent cher, et qu'on a souvent, au cours de la vie, des périodes où on est obligé de stocker nos affaires parce qu'on part à l'étranger pour un stage, parce que on se sépare et qu'on se retrouve dans un appartement beaucoup plus petit, parce que on ne peut pas accéder à 90 mètres carrés parce qu'on habite à Paris et que ça coûte trop cher, voilà, et que donc on est obligé de se séparer de certaines affaires, ou en tout cas de les mettre ailleurs temporairement. Et donc l'idée c'était de se dire qu'il y a quand même des gens, et c'est un point aussi intéressant qu'on n'avait pas en tête au moment du montage du projet, c'est que les gens qui ont de l'espace, c'est très souvent des gens qui ont plus de 50, voire plus de 60 ans, qui n'ont plus leurs enfants à la maison. Et c'est pas forcément des gens qui sont sur Internet. C'est même souvent des gens qui sont exclus. Et c'est là où je réitère peut-être mon appel aux politiques, c'est qu'il y a tout un travail qu'il va falloir faire justement pour réintégrer toute cette population qui ne sont pas des utilisateurs réguliers d'Internet, et notamment travailler sur toutes ces questions d'intergénérationnel, de manière à pouvoir faire le lien entre les générations et, dans notre cas en tout cas, faire le lien entre des gens qui ont 60, 70 ans, qui ont de l'espace chez eux, et des petits jeunes qui sont des étudiants, qui sont à la recherche d'un bon plan et qui n'ont pas effectivement les moyens d'aller chez des stockeurs professionnels, par exemple. Et je crois qu'il y a des élus qui sont là au Forum de l'économie collaborative pendant 2 ans, donc j'espère que l'appel sera entendu, puis qui pourront peut-être réagir tout à l'heure dans la salle. Mais quels seraient les bons conseils qu'on pourrait te donner quand il y a des grosses communautés comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une façon de cross-polliniser aussi? Parce que ces communautés, justement, peuvent peut-être apprendre les unes des autres, et aussi on fait du collaboratif, mais entre initiatives, entre concurrents, enfin moi j'en rêve un peu. Il n'y a pas non plus de recette miracle. Nous aussi, on a mis très longtemps à décoller. Mais la chose la plus importante, c'est de répondre à un besoin. Frédéric Mazzella, quand il a créé covoiturage.fr, c'est parce qu'il en avait vraiment besoin. Et il continue toujours de l'utiliser, je continue toujours de l'utiliser. Tous dans l'équipe, on parlait de co-création, on est tous covoitureurs. Et en plus, on fait aussi des meet-up, etc. Donc quand on répond à un vrai besoin, ça ira. Tu trouveras ta communauté. Et comment lancer, nous aussi on a fait, c'est du bon sens ce que tu as fait, c'est-à-dire s'adresser aux premiers membres qui vont faire le premier bouche à oreille. Et en fait, le nerf de la guerre, c'est la qualité. Si tu proposes un site de qualité qui offre le service que tu proposes, que tu vends, que tu dis que tu fais, nous en fait on a connu une croissance assez forte au bout de plusieurs années grâce au bouche à oreille, à la presse, aux réseaux sociaux. Mais tu nous as jamais vu faire de la pub sur les grandes chaînes, on ne peut pas. Donc c'est premièrement le bouche à oreille lié à la qualité du site, lié, en tout cas pour nous, et on en est certain, à la confiance. C'est parce qu'on a créé la confiance au sein de la communauté que notre communauté a confiance à la fois en nous, Blablacar, mais entre eux. Et donc il y a la confiance interpersonnelle et la confiance en la marque.
Et une fois que tu as ça, le bouche à oreille décolle. Clément, quelque chose à ajouter sur l'expérience que vous avez aussi avec vos usagers? Ouais, alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre de se mettre dans ce mode de pensée quand on lance sa boîte, parce qu'en effet c'est difficile, que économiquement c'est pas encore ça. Mais finalement c'est vrai qu'il y a une des façons pour justement construire un petit peu avoir ses premiers utilisateurs, c'est en effet de faire des choses qui dans un sens sont pas rentables, quoi, ou qui donnent l'impression de pas être rentables. Passer 3/4 d'heure au téléphone avec quelqu'un ou 2 heures au téléphone, enfin 2 heures, je vais peut-être un peu loin, mais sincèrement, nous on a des fois des gens qui restent de l'équipe bien 3/4 d'heure au téléphone avec des gens qui vont leur expliquer en effet des basiques, parce qu'en effet ils sont pas forcément experts internet comme d'autres. Et c'est vrai que finalement, je dirais un investisseur traditionnel ou voilà dirait mais attends, t'as autre chose à faire que passer 3/4 d'heure au téléphone avec quelqu'un. En fait, non, si, il faut le faire, quoi. Et s'il faut à un moment donné, un petit peu comme on fait les fondateurs, prendre un billet d'avion pour venir à New York ou à Paris pour aller rencontrer, je crois qu'on était 25, 20, un truc comme ça, à ce meet-up, ça les vaut. Et donc, du coup, et comme tu le disais très justement, c'est vrai que aujourd'hui, les sociétés qui sont justement dans l'Internet comme ça là et qui vivent par leur communauté, clairement, ont absolument besoin d'être utiles. Et c'est vrai qu'il y a ce terme utilisateur. Nous, on va peut-être même encore plus loin maintenant, parce qu'on considère même nos utilisateurs comme des partenaires, comme des micro-entrepreneurs, en effet, qui sont très attachés à leur activité, à leur réputation, toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on est passé, en effet, d'une considération on est passé du client à l'utilisateur, beaucoup dans le web, et maintenant, ça va peut-être même encore plus loin. Et ces gens-là, c'est vrai que ça demande de passer énormément de temps avec eux. Et finalement, on nous le rend bien, et on dit souvent que quand quelqu'un n'est pas connu, enfin n'est pas apprécié, quelqu'un qui n'apprécie pas un service va en parler à 10 personnes autour de lui. Aujourd'hui, on est aussi dans un monde où quand quelqu'un est content, il le dit. Donc si à 20 personnes même plutôt, ou à 300 de ses amis Facebook, parce qu'on a plus tendance à dire ce qui va bien sur Facebook que ce qui ne va pas. Donc passer ce temps-là avec les gens, c'est fondamental. C'est vrai que la notion de consommateur évolue, d'usager aussi. Il y avait un rapport très intéressant d'un think tank, je crois que c'est Terra Nova, qui avait fait un rapport justement sur l'émergence d'une politique des consommations et non plus d'une consommation unique. Et c'est vrai que là, on a parlé d'initiatives qui sont... Voilà, vous vous rémunérez sur la transaction qu'effectuent les gens via votre site web, mais il y a aussi dans cette économie collaborative, on l'a vu ce matin, des initiatives qui restent dans un domaine du gratuit, du non-profit, et c'est ça qui est assez intéressant dans le terme que l'on utilise aujourd'hui. De voir qu'il y a du marchand, du non-marchand, du troc, de la revente, enfin, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et ça, ça va nous dire dans quelques années si on est dans un phénomène peut-être de bulle, quels sont les fondamentaux qui vont changer, et surtout peut-être voir comment le secteur traditionnel va s'en emparer et dans la considération du collaboratif, comment il va considérer à terme le client, est-ce qu'il va l'utiliser justement, et est-ce qu'il n'y a pas des questions qui vont se poser sur la façon, la reconnaissance qu'on en donne à ses usagers. J'ai peu de doutes sur la façon dont vous fonctionnez, mais sur des entreprises plus traditionnelles qui commencent à faire du collaboratif, parfois ça peut poser des questions sur la façon dont on utilise le client. Je pense que ce que tu dis interpelle beaucoup la notion de formation. Tout comme sur les problématiques de développement durable, on voyait bien l'importance de former les collaborateurs des entreprises. Là aussi, dans le secteur traditionnel, il est important de se former à ces nouvelles pratiques de consommation. Et on voit d'ailleurs qu'il y a certaines initiatives qui émergent ici ou là en matière de consommation collaborative. Et je pense que ces bonnes pratiques, il faut aussi qu'on les partage, qu'on regarde, on informe sur le co-washing, si on peut dire ça comme ça, mais qu'on valorise aussi les bonnes pratiques, parce que je pense que, tout comme l'a dit Rachel tout à l'heure, à côté des pratiques de commerce traditionnel, des pratiques alternatives ont toute leur place, et tout ça, ça crée les fondamentaux même de notre économie. Mais la formation, elle est au cœur du changement de paradigme que l'on doit effectuer demain. Exactement. Clément ? Je voudrais juste ajouter quelque chose très rapidement. On se faisait une fois la réflexion au bureau sur le fait que finalement le community management était très proche des RH, des ressources humaines. Et que finalement, si on appliquait au community management ce qui se fait en ressources humaines ou ce qui est en train d'émerger justement en ressources humaines, c'est des choses qui sont extrêmement connectées.
Lorsque vous accueillez un nouveau collaborateur, un nouveau salarié dans une entreprise, il faut qu'il soit accueilli, il faut qu'il ait les outils pour travailler, il faut qu'il ait les moyens de les comprendre, il faut qu'il ait en effet la possibilité de s'épanouir et d'avoir un retour et d'être content de faire ce qu'il fait, parce que si à un moment donné il pédale sur son vélo mais qu'il n'y prend aucun plaisir, ça ne marche pas. Et donc finalement, avoir ce souci-là pour ses salariés, bon déjà ça serait bien qu'on l'ait déjà un peu plus, quoi, de façon générale. Et on peut même appliquer ça à ses utilisateurs, et c'est assez intéressant de voir les choses aussi sur ce prisme. Exactement. Je vois l'heure tourner et j'aimerais bien qu'on puisse passer le micro dans la salle s'il y a des questions. Et j'en profite le temps que les mains se lèvent pour vous préciser qu'à 18h30 à la salle de musique du Rocher Palmer seront présentées 7 initiatives bordelaises qui relèvent de l'économie collaborative. Donc on a avec nous Laure qui présente Jostock, mais il y a aussi Juloum au camping-car, Switch Around, Scooby, Russie Livre, et je vais en oublier certains qui m'excusent déjà à l'avance, mais ils seront tous présents à 18h30 à la salle de musique du Rocher Palmer, 7 entrepreneurs locaux. Qui veut poser une question ? Alors je vois des mains qui se lavent là-bas. Il y a quelqu'un pour passer les micros, en fait ? Ah, c'est bon. Tiens. Bonjour, donc Anne Gouillon, B-Citizen à Paris, mais en fait, moi je suis délocalisée dans le Gers. Et l'économie collaborative, j'adore. J'en fais par exemple avec des sites comme Helpix qui sont un peu du woofing. Mais je vois très bien, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le problème entre une offre qui appartient souvent à des gens âgés. Donc on avait donné l'exemple de Jostock, mais ça peut être dans d'autres domaines aussi. Et alors en zone rurale, des besoins qui sont chez des gens âgés aussi. C'est vraiment dans les zones rurales qu'on aurait plus besoin de développer des choses comme le covoiturage. Et alors là, vraiment, on sent qu'on est quand même très loin de tout ça. Et tout ce qu'on pourrait faire en termes de campagne de com ou de recherche sur les besoins des utilisateurs pour amener l'économie collaborative dans des zones où il y a le plus de besoins et où les utilisateurs sont un petit peu loin d'Internet et de ce type d'habitude, vraiment, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Un appel est lancé. Est-ce que vous voulez réagir à cette question de la ruralité ou des besoins de faciliter l'accès ? Là, pour le coup, c'est vrai que ça passe beaucoup par les politiques locales, donc je ne m'amuserai pas du coup à répondre à leur place. Est-ce qu'il y a des élus dans la salle qui veulent peut-être Non, mais par contre, alors peut-être que les chiffres ont changé entre-temps, mais je suis assez surpris parce que j'ai le souvenir moi-même d'avoir vu une étude qui montrait que les baby-boomers passaient plus de temps sur Internet que les jeunes. Donc, est-ce que ça a évolué entre-temps ou... et on est même surpris, nous, chez nous, de voir le nombre de... On en a beaucoup, en fait, des gens de plus de 50 ans. Ouais, mais on est sur la génération juste au-dessus. C'est-à-dire que tu as 50, 60, 65 qui, effectivement, sont encore des gens qui passent beaucoup de temps sur Internet. Et puis, il y a vraiment l'exclusion qui commence avec la génération... Enfin, on est tous amenés à vivre entre 80, 85, 90 ans. Et quand tu vois le nombre de services aujourd'hui qui te demandent de maîtriser l'outil Internet pour pouvoir faire ta déclaration et qu'il n'y a même plus personne au téléphone pour te répondre, tu te dis qu'il y a forcément une exclusion qui est en train de se mettre en place sur une grosse partie de la population. Voilà. L'ADEME, est-ce que vous avez des études là-dessus ? Non, on n'a pas d'études, mais c'est vrai que c'est une question importante, notamment pour savoir quels médias utiliser pour faire passer l'information. On a de plus en plus tendance, les uns ou les autres, quand on est un gros annonceur, à privilégier des médias de type Internet de plus en plus au détriment de médias plus classiques comme la télévision ou la radio, déjà pour des questions de coût, bien souvent. Et c'est vrai que là, du coup, on se réinterroge sur la territorialisation des médias, c'est-à-dire comment mieux utiliser les médias locaux de façon à pouvoir apporter cette information au plus près des besoins, au plus près des gens. On avait vu tout le succès, alors c'est vrai que c'était plutôt en ville, des réseaux dits réseaux inserts, ou sur les tables de café, où vous avez sous les tables protégées par une
une sorte de verre les informations qui sont mises là, ou dans des journaux, dans des revues du territoire. Mais c'est vrai que ça nécessite du temps, ça nécessite de s'investir, et comme vous l'avez dit, on est surtout au niveau du développement des territoires pour voir comment on fait passer ce type d'informations-là, et en règle générale, c'est pas ce type d'informations qu'on fait passer en premier. Donc, charge à nous aussi de pouvoir mieux communiquer toujours sur ces bonnes pratiques, sur le besoin. Je pense que c'est absolument fondamental, montrer que ça rencontre des véritables attentes. Et c'est comme ça aussi qu'on encouragera les responsables de ces médias à en parler, parce qu'il n'y a pas que la publicité, il y a aussi le fait que dans le rédactionnel, on ait des pages qui soient de plus en plus consacrées à ce type d'action, à ce type d'activité, ou dans des médias de type journaux féminins qui là aussi ont un effet levier qui est extrêmement important. On l'a vu, nous, quand on travaillait notamment sur tout ce qui était campagne liée à la prévention des déchets, ou un partenariat avec des journaux de type Femmes Actuelles qui tirent à plus d'1 million, ont un effet énorme sur un intérêt porté à telle ou telle pratique. Exactement, le rôle des médias. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, j'en vois 2 mains qui se... Voilà, je vais en profiter tant que j'ai... Ah ben voilà. Donc Manon Belin de BeCitizen également, qui est un cabinet de conseil donc en stratégie spécialisé dans l'environnement et les énergies. Donc ma question est très simple et assez générale, mais selon vous, quels seraient les liens entre l'économie collaborative, la production, etc., avec le développement durable et l'environnement? En tout cas, chez nous, chez Blablacar, on est drivé, on est motivé par l'effet et l'impact écologique de notre activité. Après, on se rend compte que nos membres, pas forcément. Ils se mettent au covoiturage parce que c'est très économique et parce que c'est convivial. Ça, c'est les 2 motivations. Et ensuite, ils passent le cap, ils le font parce qu'ils ont confiance. Mais nous, ça nous tient à cœur, et c'est ça qui a aussi été à l'origine de la création du site. On voit qu'on a déjà fait économiser plus de 700 000 tonnes de CO2. A priori, vu que la consommation collaborative consiste à optimiser les ressources et à favoriser l'usage plutôt que la propriété, et donc à moins acheter des choses qui ne servent pas très souvent, a priori, il y aurait un impact très positif, mais à mesurer par l'ADEME, parce que pour l'instant, c'est que des intuitions, certainement. Je vous rejoins tout à fait, et puis c'est peut-être pour compléter ce que vous venez de dire, ce n'est pas parce que on s'engage dans un mode de consommation collaboratif que celui-ci n'a pas d'impact sur l'environnement. Et c'est là tout le paradoxe et la complexité du monde dans lequel on vit, et qu'on va devoir expliquer. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, les études sont extrêmement importantes. On voit bien, dans certains cas, des modes de consommation dits groupés, on va acheter, de type Groupon, on va acheter 3 € un produit qui vient de très très loin, et donc qui, en termes d'impact sur l'environnement, va être forcément... négatif, et pour autant vous vous serez dit je suis passé par un mode de consommation groupé. Voilà, donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus. Ce n'est pas le cas pour tout ce qui est lié au covoiturage, à l'autopartage, etc. Mais parce que, et on dispose là-dessus d'études tangibles, c'est extrêmement important, mais là aussi toutes les solutions n'ont pas un moindre impact environnemental, et il importe de faire des études. Il faut le faire. Des remarques? Non? Si? Si, pour nous, ça nous paraissait assez évident que le fait d'utiliser des espaces qui sont déjà existants et de les rentabiliser, notamment en ville, mais pas seulement, parce que je tiens à préciser quand même que l'idée, c'est aussi de pouvoir éventuellement aller en périphérie des grandes villes, voire dans des zones rurales, là où justement il y a plus d'espace, mais en tout cas de rentabiliser des espaces qui sont déjà existants et qui sont inexploités aujourd'hui, et y compris d'arrêter de l'extension urbaine qui n'en finit plus. Bon. Merci. Alors, j'avais 2 questions là-bas encore. Merci de vous passer le micro. Et après, il y en aura une au fond. Bonjour, Amar Laquelle, Université de Bordeaux 3. Donc, 2 petites questions. La première, c'est une question contextuelle. C'est quoi la source de valeur pour ce genre de site, entre publicité, commission, etc., sans avoir des chiffres, mais une répartition en pourcentage de la source de valeur? Et deuxième, comment vous calculez le risque
de ce que j'appellerais une stratégie du passager clandestin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes des économies émergentes. Vous n'êtes pas un usage qui est en train de se diffuser. Moi, je pense à Napster ou Mega Upload. C'est-à-dire partager ma musique, c'est un peu comme partager ma chambre. Donc très rapidement, on a vu déjà que les lobbies hôteliers grincent des dents devant Airbnb. On sait que le ministère des Finances est en train de se poser la question sur la taxation ou l'institutionnalisation de ce genre de transactions. Comment c'est réfléchi à l'intérieur de vos entreprises? Alors, pour ce qui est du modèle d'Airbnb, il est assez simple. Mettons que votre logement soit à 100 € la nuit et que vous êtes donc hôte, vous allez toucher 97 €. Il y a 3% de frais de service qui sont pris et le voyageur, lui, paiera entre 106 et 112 € de frais de service selon la durée et le montant de sa réservation. Donc ça, c'est le modèle, c'est assez simple, il n'a pas bougé depuis le début. Pardon. Maintenant, la question par rapport à la comparaison à Napster et Mega Upload, s'il y a une chose qui change, c'est que sur Mega Upload, vous partagez quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc c'est quand même là que ça pose des problèmes de propriété intellectuelle qui sont assez importants et qui peuvent expliquer la situation aujourd'hui de Mega Upload. Maintenant, sur la question des taxes, oui, c'est un vrai, c'est un très bon point. Nous, on rappelle à chaque fois, notamment durant nos meet-up, qu'en France, il faut déclarer ses revenus, qu'au-delà du fait que c'est obligatoire, c'est utile, et que ça permet typiquement à des secteurs comme celui d'Airbnb ou le covoiturage ou autre, de pouvoir s'ancrer durablement et pérennement dans la collectivité. Il faut qu'il y ait une redistribution des richesses qui se fasse, et c'est un point sur lequel qu'on rappelle à chaque fois à nos hôtes, notamment aussi le paiement de la taxe de séjour et ce genre de choses. Et c'est vrai que quand on leur en parle d'ailleurs, en général, je prends l'exemple de la taxe de séjour pour vous donner une idée. À Paris, c'est 20 centimes par jour et par personne qui vient chez vous. Donc finalement, ça vaut le coup de les payer. Quand on voit comme c'est utilisé derrière, c'est très important pour la collectivité, donc autant le faire. Blablacar, vous avez une répartition près de... Alors, jusqu'à il y a 2 ans, on avait de la publicité sur le site, mais ça ne suffisait absolument pas à financer à la fois l'équipe, les serveurs et tous les coûts, les investissements de Blablacar. Depuis 2 ans, on a mis en place un service de réservation en ligne. Donc en fait, pour reprendre aussi un exemple concret, si le conducteur veut 20 € pour transporter des passagers de Paris à Rennes, les passagers vont payer 22,39 €. Et donc les 2,39 €, il y a la TVA, parce que donc avant on ne donnait pas d'argent à l'État, maintenant on peut en donner. Les frais de SMS qui sont envoyés, les frais bancaires, et puis le reste c'est pour l'équipe, les serveurs, les investissements. Voilà. Et donc on a enlevé la pub directement sur le site, il n'y a plus de pub. Modèle de transaction aussi, ouais. Laure, Nous aussi on a un modèle avec une commission. Par contre, c'est vrai qu'on a eu cette réflexion en amont justement sur la façon dont on allait amener nos utilisateurs à payer l'impôt. Et donc il y a, vous pouvez aller voir sur le site, il y a effectivement dès la homepage, en fait, dans les questions les plus fréquentes, est-ce que les revenus générés par le site sont imposables, et vous avez juste à cliquer sur la question pour avoir la réponse qui est oui. Et on a essayé on a essayé de le faire de la façon la plus évidente et effectivement de le mettre en avant sur le site. Ça nous paraissait... Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des zones grises aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais Anne-Laure Brun-Buisson réfléchit à ça avec l'équipe de Sherlex. Ils ont travaillé, je crois, sur un livre blanc qui étudie justement toutes les questions qui se posent en termes administratifs et juridiques avec l'émergence de cette consommation collaborative. Une dernière remarque avant... Oui, vu qu'on posait la question de est-ce qu'on doit déclarer ses revenus, en covoiturage c'est différent, c'est un partage des frais, il n'y a pas de vrais revenus, donc en fait il n'y a rien à déclarer. Ouais, c'est vraiment au cas par cas, ça c'est en fonction des services auxquels vous faites appel. Je prends une dernière question tout là-haut, si c'est possible de lui transmettre le micro s'il vous plaît, et après je vais être obligée de mettre fin à la table ronde pour laisser place à la table ronde sur la mobilité. Bonjour, Grégoire Courdet, agence Cubic Cube. Je me pose une question pour savoir, est-ce qu'il y a des ponts qui se font entre les différentes communautés, ou est-ce que les différents utilisateurs, les entreprises collaborent entre elles? Voilà, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle Feedback, essayer un petit peu sur la confiance. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça? Je rebondis juste parce que comme on a eu une table ronde juste avant, notamment dans le cadre de Sherlex dont tu viens de parler,
et sur laquelle il y avait un des fondateurs de Séjourning. Et on a tous des grosses problématiques en matière d'assurance, puisqu'on a essayé de proposer à nos utilisateurs d'avoir une assurance qui sera liée au service et qui leur permet effectivement d'avoir des garanties supplémentaires au moment de la location. Et que pour nous, ça représente un coût qui est assez énorme parce qu'on arrive tout seul et que justement, on a discuté pas plus tard qu'il y a un petit quart d'heure de cette possibilité de travailler ensemble et d'arriver du coup avec un gros volume pour convaincre des assurances de baisser leurs coûts. Airbnb, est-ce que vous travaillez avec Bedicassa, Séjourning, tous vos concurrents et après plus largement On est en contact avec eux, oui, on les connaît très bien. Et puis, en effet, il n'y a aucun intérêt dans ces cas-là à se tourner le dos. Il y a également des tas d'autres startups avec lesquelles on travaille, avec qui on a des affinités de différents types, ou parce que leur service est complémentaire au nôtre, ou parce que voilà, on se connaît, qu'on s'apprécie, et que nous, ça nous arrive souvent, tu l'as vu il y a 2 jours dans le 20e, on puisse donner éventuellement une petite tribune des fois pour aider. Là, c'était quelqu'un qui monte un service une plateforme de décorateur d'intérieur. Bon, voilà, et en plus, il est haut sur le site, donc on lui a dit, écoute, si tu as envie d'en parler, tiens, tu as une petite tribune là. Avec des gens comme Cookening, c'est des gens avec qui on travaille et des fois c'est pas rare que nos communautés se croisent en effet. En fait, il y a 2 choses. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a le service que vous évoquiez, Feedbacks, fait partie de ces sites qui aujourd'hui permettent d'avoir une approche transversale et d'exporter, ou en tout cas d'importer sur un site, une réputation qu'on a pu acquérir sur une autre plateforme, et donc de dire, voilà, je suis peut-être un très bon coach surfeur ou un très bon membre d'Airbnb, et je n'ai jamais fait de covoiturage, si je veux m'y mettre, voyez la réputation que j'ai. Donc ça, c'est en effet un type de service qui est en train de se développer, et on voit aussi aujourd'hui, face à la multitude de sites qui se multiplient, et je pense par exemple à l'autopartage, où il y a une bonne dizaine de sites en France, et aujourd'hui on voit émerger des moteurs de recherche qui vont répondre à une demande en allant chercher dans tous les sites existants. Donc sur l'autopartage, par exemple, Carsonar remplit ce rôle. Et alors après, sur la coopération des entrepreneurs de l'économie collaborative, a été lancée il y a quelques jours, et je crois qu'ils vont en parler durant le forum de l'économie collaborative, l'association des entrepreneurs de l'économie collaborative, avec cette vocation, je crois, d'échanger sur les bonnes pratiques, sur les besoins et sur la façon, comme WeShare le fait, d'aller voir les pouvoirs publics. Voilà. Bon, voilà, je crois que je vais vous remercier. Merci à tous d'être venus pour témoigner un petit peu, et puis belle continuation. Merci.